Alors, mesdames, messieurs, chers amis, bienvenue à la conférence sur l'alimentation des personnes âgées, enjeux et recommandations. Suite au constat du Conseil régional des Pays de la Loire que le territoire ligérien est un acteur de premier plan dans la filière agroalimentaire et que l'étude des déterminismes de l'alimentation nécessitait une réflexion pour orienter les politiques de soutien à cette filière, le Gérontopôle des Pays de la Loire a demandé à un de ses experts de faire un état des lieux de l'alimentation des personnes âgées avec ses spécificités en termes de besoins nutritionnels, en termes de pratiques d'alimentation dans cette tranche de population, en termes de recommandations des professionnels de santé et en termes de structures proposant des produits ou des services en lien avec l'alimentation. À partir de ce constat, le rapport que nous vous présentons émet un certain nombre de conclusions et de recommandations qui pourront aider la région et tous les acteurs concernés à orienter leur action tant de pratiques et d'offres que de services, de formation ou de promotion de nouveaux métiers dans ce domaine. Guillaume André, chercheur associé au Gérontopôle, a coordonné ce travail et rédigé le rapport. Il est pharmacien et nutritionniste, enseignant en nutrition appliquée à la faculté de pharmacie de Nantes et à l'ICES, l'Institut d'enseignement supérieur de Vendée, et il est responsable du pôle entreprise de ce même ICES. Il est par ailleurs expert auprès de la HAS, la Haute Autorité de Santé, et c'est dans ce cadre qu'il a participé au groupe de travail chargé par la HAS, en lien avec la Fédération française de nutrition, d'actualiser les critères de diagnostic de la dénutrition de la personne âgée, pour laquelle les dernières recommandations dataient de 2007. Le rapport qu'il va nous présenter n'aurait pas pu se faire sans l'aide de nombreux adhérents ou partenaires du Gérontopôle, qui ont apporté leur concours ou leur relecture du document. Je ne peux pas tous les citer, mais je remercie particulièrement les membres du Collabinov Nutrition, qui est un des groupes de collaboration innovation que nous avons mis en place au sein du Gérontopôle, les membres de la SRAE Nutrition des Pays de la Loire, la structure régionale d'appui et d'expertise, les diététiciennes de plusieurs structures ou de clans hospitaliers, les clans sont les comités de liaison alimentation-nutrition, la directrice du DAPS de Vendée, le dispositif d'appui aux professionnels de santé, les responsables régionaux de l'action sociale de la CARSAT, Caisse d'assurance retraite et de santé au travail, et de Malakoff Humanis, mutuelle. Leur présence et leur diversité me confortent dans l'idée que je veux porter du Gérontopôle des Pays de la Loire. Le Gérontopôle doit être un agitateur d'idées et un facilitateur d'action et d'innovation. Merci à toutes et à tous pour leur rapport. Merci aussi à vous qui êtes présents, aussi nombreux à cette conférence, car nous sommes plus de 180 inscrits. Je vais laisser la parole à Guillaume André sur le plan organisationnel. Après son exposé d'environ 40 minutes, nous conserverons un temps identique pour un débat avec tous les participants. Vous pourrez, tout au long de son exposé, poser des questions écrites avec le chat. Vous pourrez, à la fin de son exposé, émettre des avis par voie orale pendant le temps de discussion. Pour une meilleure qualité de la bande passante, je vous demande de couper votre micro et votre caméra lorsque vous ne prenez pas la parole, lorsque vous ne parlez pas. En cas de problème technique au cours de la session, vous pourrez appeler au numéro suivant 06 51 20 60 75. Mila Brizard, qui est notre responsable du département, un de nos responsables du département communication du Gérontopôle, pourra vous aider. Guillaume, je vous laisse la parole et je vous remercie pour votre présence. Merci Vincent. Bonjour à tous. Je vais partager le document.
Vous allez me dire si c'est bon pour vous. C'est très bien. OK. Voilà. Donc, comme le disait le docteur Vincent Oudaldia, c'est la région des Pays de la Loire est le lieu idéal pour un rapport sur l'alimentation des seniors parce qu'on est la première région en termes d'agroalimentaire et aussi un territoire d'attractivité pour les personnes âgées. Donc, la variété des personnes qui sont connectées ce soir montre que l'alimentation est l'affaire de tous, hein, depuis le producteur, celui qui va vendre les aliments, jusqu'à la personne âgée elle-même qui va les avaler et les manger. Alors moi, je vais vous présenter aujourd'hui quelques points clés. On ne va pas faire le tour entier du rapport. Vous verrez, vous avez ici la première page. Donc le rapport est divisé en quatre grands domaines, hein, quatre grands points. Un mot sur l'acte alimentaire, un paragraphe, un chapitre sur les particularités de la personne âgée en termes d'alimentation, un chapitre sur les initiatives, le recueil des initiatives, des bonnes pratiques. Et ça a été un moment vraiment agréable de la rédaction de ce rapport, c'est de rencontrer énormément d'acteurs de l'alimentation et des seniors. Et donc ici, nous avons remis des éléments intéressants à partager. Et puis le dernier chapitre, qui sont des recommandations. Voilà. Donc on va voir un peu tout ça ce soir, mais de façon avec des focus, hein, on ne va pas passer en revue toutes les pages du rapport que vous pourrez trouver en ligne et qu'on pourra vous faire parvenir. Donc alors, la question principale de base, c'est pourquoi s'intéresser à l'alimentation des seniors? C'est pour des histoires premièrement démographiques. Tout le monde sait que l'espérance de vie s'allonge et qu'on va assister à une transition démographique, une transformation démographique de la population. Et donc, si on regarde j'en mets que deux là, juste pour que ça soit flash un peu. Donc, vous voyez la diapo à gauche, la part des seniors dans la population française. Vous voyez que la courbe verte des plus de 75 ans augmente de façon importante. C'est pas du tout négligeable. Et donc, il va falloir se prendre l'habitude d'avoir de plus en plus de personnes âgées à gérer en tant que professionnels du social, de la santé ou du paramédical. Voilà. Et si on regarde plus précisément ce qui se passe dans notre région, en gros, aujourd'hui, 380 000 personnes en Pays de la Loire de plus de 75 ans, et rapidement, dans moins de 10 ans, autour de 420 000 personnes âgées de plus de 75 ans, qui sont surtout dans la zone littorale, hein, vous voyez les zones foncées, et puis dans les zones donc dans la Mayenne en particulier, voilà, de moins grande densité d'habitants, où là la part de personnes âgées est plus forte. Donc voilà, hein, première raison de pourquoi s'intéresser à l'alimentation des seniors, bien le boom démographique. Deuxième raison de s'intéresser à l'alimentation des seniors, c'est un enjeu de santé publique. Alors, pourquoi c'est un enjeu de santé publique? On sait tous, hein, je vous le rappelle, que l'alimentation, c'est un déterminant de la bonne santé. Si vous mangez mal, vous allez, à un moment ou à un autre, ça va se ressentir sur votre état de santé. Et chez la personne âgée, c'est aussi un élément du bien vieillir et primordial. On va le voir en particulier parce qu'une mauvaise alimentation va avoir des conséquences sur la morbidité, voire sur la mortalité, et surtout ça peut augmenter le risque de fragilité et donc d'évolution vers la perte d'autonomie, la dépendance. C'est ce que et le principal risque justement chez les seniors, ça va être la dénutrition. Et la dénutrition, qui est un enjeu vraiment très important chez les personnes âgées, puisque vous voyez qu'en milieu hospitalier, elle touche 30 à 70% des gens hospitalisés. En milieu institutionnel type EHPAD, c'est 15 à 38-40% selon les établissements. Et en ville, de 4 à 10%. Donc ça, ce sont des données HAS. Donc vous voyez que vu que la population de personnes âgées est importante dans notre région, eh bien, on a beaucoup de personnes âgées qui sont dénutries. Et la dénutrition,
est un problème de santé publique parce que elle a beaucoup de conséquences sur la santé des personnes. Et vous voyez qu'on a, je vous ai mis la fameuse spirale de dénutrition hein, qui date de 93, hein, qui est désormais bien connue de chacun, et cette fameuse spirale qui amène petit à petit à des troubles psychiques et relationnels, à une augmentation des infections respiratoires, des infections tout court, hein, à cause d'un déficit immunitaire. Et donc, ça va se traduire par plus d'infections respiratoires, ça va aggraver les escarres, ça va diminuer la force musculaire, augmenter le risque de chute, etc. etc. Et tout ça se termine vers un risque d'hospitalisation. Cette fameuse spirale, elle paraît vraiment dangereuse comme ça, et elle l'est, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si on n'attend pas trop, on va pouvoir arrêter cette spirale infernale, et donc les traitements et la prise en charge de la nutrition sont efficaces, et donc vont permettre de limiter la perte d'autonomie et diminuer la fragilité des personnes âgées. Donc, le rapport le détaille plus, mais voilà, si déjà vous avez retenu que l'alimentation, c'est un déterminant du bien vieillir et que la dénutrition, on peut lutter contre, et même lorsqu'on avance en âge, on a déjà fait un grand pas vers l'intérêt de l'alimentation des seniors. Donc on a vu pourquoi, à cause de la démographie, on vient de voir rapidement que c'était un enjeu de santé publique, mais aussi c'est un devoir éthique et un devoir social. Hein. Manger dans la pyramide des besoins humains, ben, ça fait partie, avec respirer, des besoins primordiaux. Et donc, manger, c'est évidemment vital, mais c'est pas que vital, et c'est ça que je veux aussi, sur la chose sur laquelle je veux attirer votre attention. Et donc j'ai mis ce petit schéma simplifié. Donc voilà, il faut manger pour vivre, hein, donc c'est l'élément vital. Mais vous savez tous que manger, c'est aussi ça crée du lien social. C'est-à-dire qu'on mange, et je vous le dis tout de suite, hein, c'est écrit dans le rapport, mais qu'on mange plus quand on est à plusieurs. Hein, la convivialité est un élément majeur de la lutte contre la perte d'appétit. Et puis aussi, manger, c'est en rapport avec son histoire familiale, avec sa culture. Et c'est important à le garder en tête parce que quand on va proposer une alimentation à nos seniors, eh bien, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire la cuisine qui nous plairait à nous aujourd'hui, mais plutôt à la cuisine qui leur plaît à eux, de leur génération. Et puis, si c'est quelqu'un qui n'est pas de notre région et qui ne connaît pas la Mojette, par exemple, s'il n'est pas vendéen, qu'est-ce qu'il va trouver peut-être bizarre qu'on mange du jambon Mojette en Vendée. Alors moi, je suis vendéen, donc je prends cet exemple-là, mais on peut imaginer évidemment plein d'autres exemples alimentaires et en lien avec la culture. Vous avez aussi des dimensions plaisir, hein, c'est-à-dire que manger doit être un plaisir, c'est peut-être même un des plaisirs qui reste le plus longtemps, plus on vieillit, hein, il va y avoir des plaisirs qui vont disparaître petit à petit, certains auxquels on pense, d'autres auxquels on ne pense pas, mais voilà, l'alimentation, ça peut rester un plaisir, même quand d'autres plaisirs disparaissent, et donc ça serait dommage que justement, on ne prenne pas en compte que l'alimentation ou le repas, voilà, lambda, journalier de la personne âgée ne soit pas un plaisir pour elle, pas que les jours de fête. Et puis évidemment, ça a un lien à l'alimentation avec l'affectif, et on va voir que des personnes âgées en manque d'affection ou qui sont dans le deuil ou vont le fameux syndrome de glissement, une des façons les plus simples pour mourir, c'est quand même d'arrêter de s'alimenter. Donc, vous voyez, le lien de l'alimentation chez les seniors est particulièrement important. Hein. Alors, c'est pas que chez les seniors, mais là, on a fait le focus sur les seniors. Donc, c'est un devoir éthique et social de s'intéresser à ce sujet-là. Voilà l'introduction que je voulais faire sur pourquoi s'intéresser à l'alimentation des seniors. Et vous y trouverez évidemment dans le rapport plus de détails sur les différents points que je viens d'évoquer rapidement. Alors, il y a un chapitre dans le rapport sur les particularités des seniors en matière d'alimentation. En gros, en quoi la vieillesse a un impact sur l'alimentation. Eh bien oui, la vieillesse a un impact sur l'alimentation. Alors, je vous en ai mis quelques-uns ici. Hein, voilà, vous avez notre couple de seniors. Là. Eh bien, il va être sujet à des troubles bucco-dentaires. Et en gros, hein, après 75 ans, 80 ans, la moitié de la population française a une édentation, a perdu ses dents. Quasiment 100% n'ont pas
un état bucco-dentaire correct. Entre les études, c'est entre 0 et 4% des gens âgés qui ont un état bucco-dentaire correct. Et donc, je ne vous fais pas de dessin. Si vous avez déjà de mauvaises dents, une mâchoire fragile, vous allez déjà manger moins, modifier votre alimentation, avoir des troubles de l'alimentation. La digestion commence bien par la phase buccale. Autre impact du vieillissement sur l'alimentation et sur la nutrition, c'est la perturbation du goût. Beaucoup de personnes âgées nous disent, ou vous disent à chacun d'entre nous, ah voilà, ça n'a pas de goût, de mon temps c'était meilleur, voilà, des phrases comme ça qu'on entend régulièrement. Donc, tout ça simplement, c'est pas parce qu'on cuisine moins bien, alors peut-être qu'il faut un peu cuisiner moins bien, mais c'est aussi parce que leur seuil de perception du goût a augmenté, et en particulier pour le sel. Et donc, quand la sensation du sel est perturbée, on a l'impression que tout est fade. Et si à ça s'ajoute le fait qu'on a laissé traîner des régimes appauvris en sel, eh bien, évidemment, ça a de moins en moins de goût. Et donc, finalement, ces aliments ont moins de goût. Si le plat a moins de goût, on va moins en manger. Dans les autres dérèglements, j'ai appelé ça dysrégulation de l'appétit. Je vous donne 2 éléments sur la dysrégulation de l'appétit. Le premier, c'est que par exemple, on va avoir une satiété plus précoce. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du repas, on aura moins faim. Une personne adulte ou même un jeune ado, voyez bien qu'avant qu'il ait la sensation de satiété, il a déjà avalé pas mal de choses. La personne âgée, la sensation de satiété va venir plus rapidement et en plus, il va manger plus lentement. Ouais. Donc tout ça, c'est des éléments à avoir en tête parce que quand on va prévoir le repas, il va falloir plus de temps, il va falloir qu'il soit peut-être moins important en volume, mais il va falloir peut-être le répéter en apportant des collations. Ça, c'est ce problème de dysrégulation de l'appétit. Et un deuxième aspect de la dysrégulation de l'appétit, c'est que un personne âgé qui fait par exemple une Covid, pour prendre l'exemple à la mode, mais on pourrait dire une grippe, ou tout autre état inflammatoire ou viral ou une chirurgie, tout ce qu'on veut, il va perdre du poids parce qu'il aura un peu perdu d'appétit dû à l'état inflammatoire. Une personne non âgée, elle va aussi perdre du poids parce qu'elle va manger moins le temps de la maladie. Mais une fois que la maladie sera finie, elle va reprendre spontanément son poids en quelques semaines. Elle n'aura même pas besoin d'y réfléchir. Une personne âgée, elle ne va pas reprendre son poids spontanément. Si bien que de pathologie en pathologie, de maladie en maladie, d'infection en infection, elle va perdre du poids petit à petit, marche par marche, jusqu'à arriver à vraiment avoir une perte musculaire importante et à se retrouver en état de dépendance. Donc, si on n'y prête pas attention, c'est-à-dire qu'on n'enrichit pas l'alimentation à chaque fois qu'il y a une maladie ou à chaque retour d'hospitalisation, on est sûr que la personne âgée tombe d'une marche. Alors, je vous ai mis aussi la perturbation de la sensation de soif. Alors, depuis la canicule de 2003, tout le monde sait maintenant que les personnes âgées ont une sensation de soif perturbée et qu'en particulier, ils ne vont pas avoir soif spontanément. Donc, il va falloir penser à leur donner à boire, d'autant plus s'ils sont dans des chambres surchauffées, comme c'est parfois le cas. Voilà, oui, je ne vous ai pas parlé de la gêne à la déglutition. Voilà, à peu près un tiers des personnes âgées ont des troubles de la déglutition. Mais ce n'est pas une raison pour toujours leur mettre du mixé ou de l'épaissi. Il y a aussi des choses à faire avec les orthophonistes. Voilà, parce que vous imaginez bien que manger que toujours du mixé ou de l'épaissi, ce n'est pas toujours très bon. Et les gènes à déglutition, ça peut aussi s'éduquer. Donc, première particularité, la voici en matière d'alimentation, le vieillissement. Et puis, à ça s'ajoutent aussi des affaires un peu plus sociales et environnementales. C'est-à-dire que quand on vieillit, on va se retrouver plus isolé, et en particulier les femmes. Après 80 ans, un grand nombre de femmes sont isolées du fait qu'elles vieillissent elles meurent souvent après leur conjoint. Et quand on est isolé, on va changer complètement notre façon de manger. On aura moins envie de cuisiner parce qu'on est tout seul. On va pouvoir se retrouver aussi avec des difficultés d'approvisionnement, peut-être parce que mon épicerie a fermé. Maintenant, le Super U du coin, il est à 2 km, et puis moi, il n'y a pas de bus dans ma ville, et puis je ne conduis plus. Et puis les courses, c'est lourd à apporter. L'autre chose qui arrive quand on vieillit, c'est l'entrée en institution. Et en Pays de la Loire, on fait partie des régions qui ont le plus de résidents en EHPAD en proportion.
Et puis, ben, avec la retraite, on peut avoir aussi des ressources en moins. Et si on a des ressources en moins, on peut faire des économies, et les économies peuvent se porter sur l'alimentation. Alors, est-ce que les personnes âgées ont des besoins nutritionnels spécifiques? J'ai mis cette diapo et vous verrez que dans le rapport, c'est un peu plus développé. Il y a pas mal d'idées reçues sur les personnes âgées et l'alimentation. En gros, un vieillard, s'il est très maigre, c'est normal. Une personne âgée, de toute façon, elle ne bouge pas, elle n'a pas besoin de manger beaucoup. Donc voilà typiquement ou bien une autre recommandation, c'est une personne qui a de la tension, il ne faut surtout pas qu'elle mange de sel. Une personne âgée, hein, attention. Bon, voilà, 3 idées reçues contre lesquelles le rapport se bat et contre lesquelles beaucoup de diététiciens et nutritionnistes se battent. Donc, oui, il y a des idées reçues pour lesquelles il faut combattre, et donc il y a des petits besoins nutritionnels spécifiques. Je ne vais pas en citer beaucoup, là, mais 2, là, par exemple. La personne âgée a besoin de plus de protéines qu'une personne de 40 ans. Donc, il faut bien se mettre ça en tête, c'est-à-dire que l'alimentation des seniors doit être enrichie en protéines, donc en œufs, en jambon blanc, en poisson, voilà, en protéines végétales, hein, tout ce qu'on veut. Mais l'apport protéique doit être supérieur à l'alimentation ordinaire d'une personne de 20 à 65 ans. J'enfonce le coup avec le fait qu'il ne faut pas de régime sans sel, même en cas de pathologie cardiaque. Le rapport, vous retrouverez dans le rapport voilà, les recommandations qui sont sorties l'année dernière. Et puis un petit mot aussi sur la spécificité du rythme alimentaire des personnes âgées, donc c'est aussi plus détaillé dans le rapport. Comme je vous ai dit, on mange plus lentement, la satiété vient plus précocement, donc voilà, pensez que le repas va durer plus longtemps. Donc, c'est à prendre en compte dans l'organisation d'une structure ou d'un repas familial. Donc, il va falloir y ajouter des collations, le goûter par exemple, qui doit être proposé systématiquement. Une collation qui peut être aussi proposée vers 21 h si le repas est tôt, puisqu'il faut éviter un jeûne nocturne supérieur à 12 h. Un jeûne nocturne, c'est la période entre le dernier repas et le petit déjeuner. Voilà, donc tout ça est plus détaillé, mais je vous le redis aujourd'hui. Alors, le rapport passe en revue donc pas mal d'initiatives et de bonnes pratiques, en particulier en Pays de la Loire, et j'ai été en chercher aussi quelques-unes dans d'autres régions, mais principalement en Pays de la Loire. Pourquoi j'insiste un peu sur ce recensement d'initiatives et de bonnes pratiques? Parce que l'idée, c'est bien qu'on améliore nos pratiques. Et je ne résiste pas à vous dire, une phrase qu'un sociologue qui s'intéresse pas mal à ces questions-là dit à propos du repas qu'on peut servir en institution aux personnes âgées, mais c'est valable aussi pour celui qu'on sert à nos patients hospitalisés. Il dit ceci, si vous me considérez à l'image de ce que vous me servez, alors je suis peu de choses pour vous. Vous voyez, si vous me considérez à l'image de ce que vous me servez, alors je suis peu de choses pour vous. Je trouve cette phrase vraiment forte. On devrait se l'approprier, l'écrire en lettres d'or sur nos salles de pause avant de retourner s'occuper de nos personnes âgées. Si vous me considérez à l'image de que vous me servez, alors je suis peu de choses pour vous. Ça nous renvoie au fait que l'alimentation, comme je vous le disais, n'est pas que strictement alimentaire. Hein, elle est vraiment véhicule de symboles, de souvenirs, de plaisirs, etc. Et donc, recenser les bonnes pratiques, c'est justement améliorer voilà, ce qu'on va pouvoir faire pour nos chers seniors au niveau de l'alimentation. Alors évidemment, dans les bonnes pratiques, ça commence par savoir comment on peut évaluer l'état nutritionnel des personnes qui nous sont confiées. Alors, un outil qui a été mis en place par les infirmières, hein, l'outil DNUT, c'est une application
mais plus qu'une application, c'est surtout un parcours de soins. Et c'est pour ça que je le mets en exemple, parce que l'alimentation, ça va toucher tous nos corps de métier, depuis l'aide à domicile, depuis l'aidant familial, jusqu'au médecin généraliste, jusqu'à le gériatre, jusqu'à l'infirmière de ville, jusqu'à, vous voyez, le cuisinier. Et donc, DNUT est un parcours, alors c'est un parcours pour la médecine de ville, hein, ce parcours DNUT. L'infirmière libérale peut devenir l'initiatrice d'un parcours pour améliorer l'état nutritionnel d'un patient qu'elle connaît. Et donc, ça va permettre un bilan médical, ça va permettre l'intervention d'un kiné, d'une diététicienne, d'un kiné, d'un bilan de médication par le pharmacien, et tout ça est pris en charge globalement. Alors que, par exemple, les consultations de diététiciens, par exemple, ne sont pas prises en charge. Dans le cadre des parcours, on peut y arriver. Donc, c'est en train de se mettre en place. La Covid a mis un petit peu à temporiser malheureusement la mise en place. Mais donc ça, voilà, s'il y a des infirmiers qui nous écoutent, voilà un excellent outil d'évaluation qui a été mis en place avec des NUT, enfin voilà, grâce à l'ASTRAE et la l'URPS des infirmiers libéraux. Un autre outil, alors là, qui concerne tout le monde, depuis l'aidant familial jusqu'à l'EHPAD, c'est l'outil Parade. J'ai pris celui-là parce que c'est le plus simple, il n'y a que 4 questions. Vous voyez, Parade pour poids, appétit, repas, alimentation, et le D, c'est dénutrition. Et donc là, vous n'avez que 4 questions, et ça peut être posé, vous pouvez donner ce petit flyer à n'importe qui, et en 4 questions, ça va lui faire prendre conscience ou pas de son état nutritionnel. Il y a une question sur « Avez-vous perdu du poids ces derniers mois ?» Votre appétit est-il bon, faible, etc. Est-ce que je prends un repas 2 ou 3 par jour? Est-ce que j'ai des difficultés à manger, etc. Voilà, les 4 questions. Avec ça, il y a des petits codes, hein, vous voyez, petits ronds, carrés, triangles, étoiles. Et en fonction du nombre de ronds ou d'étoiles qu'on a, eh bien, on est plutôt à risque, ou etc., ou pas à risque. Et donc, il y a des petites recommandations. Le rapport présente d'autres outils d'évaluation que vous connaissez peut-être, hein, comme le MNA, etc., les échelles visuelles, d'autres initiatives de pratique comme ICOP. Mais j'en ai mis 2 en avant, la DNUT et puis Parade. Le Parade, vous pouvez le commander auprès de la SRAE Nutrition des Pays de la Loire. Le rapport recense aussi les structures d'appui et de coordination, puisque je vous ai dit que voilà, c'était intéressant de travailler en réseau. Alors là, je ne vais pas les détailler aujourd'hui, puis je ne voudrais pas me fâcher avec les uns et les autres. Donc voilà, il y en a beaucoup et donc chacun est détaillé. Et la bonne nouvelle, c'est que de plus en plus, ils se fédèrent un peu et que les fameuses structures de coordination et d'appui se coordonnent eux aussi. Donc ça commence à être un petit peu plus simple dans le paysage, parce qu'il y avait énormément de structures. Cette diapo, même si je ne vous l'explique pas, je vous l'ai mise parce que pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul. Dans votre coin, dans votre EHPAD ou dans votre service de soins à domicile, vous n'êtes pas tout seul. Il y a beaucoup d'endroits auxquels vous pouvez trouver des équipes ressources. C'est pour ça que c'est dans le rapport, quels que soient les départements. Et alors, nous avons aussi recensé les bonnes pratiques alimentaires. Beaucoup de gens connaissent le manger main, le sans fourchette, donc je n'en parle pas là aujourd'hui, c'est dans le rapport. Le rapport va parler aussi des textures mixées, etc. Comment faire pour pas que ça devienne moche et que ça fasse perdre l'appétit, de l'enrichissement, etc. Là, j'insiste aujourd'hui, là, ce soir, sur une démarche qui pourrait s'appeler Design Thinking. Hein, c'est une démarche inspirée de la conception des meubles et les écoles de design. Et j'en parle parce qu'à Nantes, on a vraiment une très bonne école de design qui promeut ce mode intellectuel de fabrication et aussi de fabrication de services. Et là, l'idée, c'est intéressant, c'est que finalement, la démarche Design Thinking, c'est la recherche, je vous l'ai écrit, hein, d'empathie envers l'objet. Ici, l'objet, c'est le plat. Et le client ici, c'est la personne qui va le manger. Et vous avez en gros, avec le schéma, comment ça se passe. L'idée, c'est de comprendre le besoin de l'utilisateur. Ici, l'utilisateur, c'est la personne âgée, à travers ce qu'elle fait, ce qu'elle ressent, ses incapacités. Et donc, finalement, l'intérêt de cette démarche-là, c'est de partir de notre papy, notre mamie, dire voilà, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle pense, et qu'est-ce qu'elle ne peut plus faire. Voilà. Donc, c'est
Finalement, c'est comme si je réfléchissais à quelle faire une chaise adaptée à mon papy-mamie. Là, c'est quel plat je fais de façon vraiment adaptée à ce papy, à cette mamie. Et puis après, donc une fois qu'on aura bien défini le problème, on va tenir compte du référentiel. Le référentiel, c'est que par exemple, la chaise, elle ne tombe pas. Dans le cas d'un plat pour un senior, c'est qu'il soit plus riche en protéines que la moyenne, etc. Qu'il soit, s'il est en pleine période pathologique ou s'il a des troubles de déglutition. Voilà le référentiel auquel on doit répondre. Et puis après, on va faire un test, hein, le fameux, c'est écrit prototype en anglais, on teste. Et puis après, dans cette démarche-là, on va attendre le retour d'utilisateur. C'est-à-dire comment notre senior va apprécier ou pas ce que j'ai essayé de mettre en place. Et il y a quelques associations qui proposent cette démarche-là dans l'alimentation que je vous ai mis dans le rapport. Cette démarche-là, elle est, même si on voilà, retenez design thinking pour faire bien, mais l'idée c'est ça, hein, c'est de partir du senior pour avoir le meilleur repas possible, dans la meilleure ambiance possible pour que ça marche. Et finalement, ça peut se retenir cette phrase-là que l'expert, c'est ni vous ni moi, l'expert, c'est le senior. Si l'assiette n'est pas consommée, c'est qu'on s'est trompé. Donc, autant qu'on soit nutritionniste, diététicien, médecin gériatre, si le cuisinier, si le patient n'a pas mangé son assiette, c'est pas que le patient s'est trompé, c'est nous qui nous sommes trompés. Et donc, vous verrez dans le rapport, j'ai mis aussi une petite grille d'évaluation de pourquoi j'aime pas parler de patient, parce que le senior n'est pas toujours patient, pourquoi le senior n'a pas mangé, par exemple, son assiette. Voilà, tout ça, c'est aussi un recensement de ce qui se fait dans la région. En l'occurrence, c'est le clan du Mans qui a mis en place ce petit outil. Et dans les bonnes initiatives, il y en a beaucoup, il y a aussi les nouveaux métiers. Et dans les nouveaux métiers, je vous en cite deux, et on va s'attarder sur un. Donc, assistant hôtelier en EHPAD, voilà. Et cet assistant hôtelier, alors ça existe un petit peu dans certains endroits, hein. Il a pour objectif justement d'être attentif à l'aspect hôtelier et donc pas juste à l'aspect soins. Moi, je m'intéresse surtout, enfin là aujourd'hui, ce soir, à cuisinier spécialisé en restauration senior. Moi, ce qu'on propose, hein, c'est que finalement, c'est un art spécifique, la cuisine pour les seniors. C'est pas faire de la cuisine pour une cantine scolaire, hein. Donc, il va falloir que le cuisinier il connaisse beaucoup de choses qu'il n'a pas appris en école de restauration, en école de cuisine. Par exemple, que la cuisine sur grille, ça va être embêtant parce que ça va être difficile à mâcher. Il faut trouver des modes de cuisson plutôt tendres. Comment vont s'utiliser les épaississants sans que ça devienne du caoutchouc. Connaître que justement il faut plus de protéines, qu'il y a des apports adaptés, que selon certaines pathologies, il va falloir modifier un peu l'alimentation. Qu'une personne âgée, ça n'aime pas le bruit dans une salle à manger. Parce qu'avec leur appareil auditif, ils vont entendre que les bruits parasites, etc. Que comme ils ont des problèmes cognitifs, et si on fait des choses qui ne ressemblent pas à grand-chose, c'est-à-dire que si on fait, il ne va pas savoir ce qu'il mange, donc il va avoir peur. S'il a peur, il va pas le manger, ou moins le manger. Donc voilà, moi on détaille pas mal dans le rapport qu'est-ce que pourrait être un cuisinier spécialisé en restauration senior. Je donne aussi quelques formateurs, hein, en particulier l'Académie Silver Fourchette, qui forme des cuisiniers à la restauration d'EHPAD, par exemple. Voilà, donc des exemples, encore une fois. Dans le rapport, vous verrez aussi des recensements de bonnes pratiques sur tout ce qui est bio, voilà, gaspillage. Je ne détaille pas ce soir pour pas, comme c'est en visio, on n'a pas, voilà, je ne veux pas vous perdre. Le rapport aussi aborde les différentes professions auxquelles on ne pense pas toujours, hein. Donc les orthophonistes, je vous en ai parlé sur les dysphagies, le problème des chirurgiens dentistes qui méconnaissent aussi les problèmes des seniors et puis qui ne sont pas très accessibles, le problème des diététiciens qui ne sont pas toujours présents en EHPAD et puis qui ne sont pas payants, qui sont payants en ville, le pharmacien d'officine qui pourrait être aussi un bon lieu de dépistage, et les infirmiers libéraux dont j'ai parlé tout à l'heure. Et le rapport se conclut donc par des recommandations. Alors, quelques recommandations.
Donc, premier chapitre sur les résidences et les EHPAD. Vous voyez ici l'ensemble des différents éléments qui sont dans le rapport. Je m'intéresse et je vous parle ce soir du premier que je vais vous détailler. L'alimentation est certainement l'un des sujets qui peut être le plus fédérateur, qu'on soit soignant ou pas soignant, qu'on soit expert ou pas expert. Parce que l'alimentation, ça nous touche tous. Et donc moi, je vous recommande, hein, pour les gens qui sont en institution, hein, de faire de l'alimentation un véritable projet d'établissement, parce que c'est hyper fédérateur, et que personne n'est laissé de côté avec l'alimentation, dans vos équipes. Et en plus, là, je vous en ai mis 3 angles d'attaque, c'est-à-dire que vous pouvez aussi interpeller chacun des membres de vos équipes sur des angles différents. Alors évidemment, l'alimentation, ça va être un élément de santé. Je vous l'ai décrit, vous pouvez parler de la spirale de dénutrition, etc. La fragilité. Voilà. Il y a des gens qui vont être sensibles à cet argument-là dans votre établissement. Ils sont venus d'ailleurs peut-être dans ce métier-là pour l'aspect santé. Il y a des gens qui peuvent aussi être sensibles à l'argument plaisir qu'on va donner à nos résidents avec l'alimentation. Et donc là, vous voyez qu'on ne va pas toucher aux gens qui sont sensibles à la santé, on va penser aux gens qui sont sur le bien-être, le fait que les gens passent de bons moments dans l'établissement. Voilà, hein, donc là, même l'animatrice va être intéressée à ça, parce qu'elle va se dire, bah oui, tiens, si on fait un repas de Noël, mais on pourrait peut-être faire aussi plein d'autres sujets, il y a plein de fêtes où on pourrait faire voilà, donc, vous voyez, l'alimentation, ça peut toucher les gens via la santé, ça peut toucher vos équipes via tout ce qui tourne autour du plaisir. Et puis, j'en ai pas trop parlé à la voix orale, mais c'est bien dans le rapport, ça peut être aussi un élément qui va peut-être toucher plus nos jeunes générations sur le développement durable. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait, nous, notre EHPAD, notre établissement, pour avoir une alimentation plus locale, plus respectueuse de l'environnement, avec moins de déchets. Et je vous le dis tout de suite, et donc on aurait pu mettre l'alimentation, c'est aussi un sujet financier. Donc si j'ai moins de déchets, eh bien finalement, si j'arrive à avoir des solutions pour avoir moins de déchets, je vais peut-être pouvoir mettre, en gros, c'est évalué à 30 centimes de déchets par jour. Eh bien ces déchets-là, les 30 centimes, je peux peut-être les mettre dans 30 centimes d'aliments meilleurs, plus locaux. Vous voyez, donc c'est vraiment, ça peut être un élément vraiment fédérateur et en fait devenir un vrai projet d'établissement et devenir une carte de visite de votre établissement. Je vous donne un exemple personnel et je ne le prends pas dans le monde des seniors exprès pour vous montrer que c'est très large, mais dans le collège et lycée de mes enfants, c'était une cuisine extériorisée et le nouveau directeur, il y a quelques années, a décidé de débaucher un bon cuisinier et de l'embaucher, et ça a augmenté le plaisir des jeunes à venir manger au self, et aussi aux profs de rester manger à l'établissement. Et vous voyez tout ce que ça veut dire, ça, quand les profs restent manger le midi, etc. Donc, je prends cet exemple-là, mais pour que vous laissiez courir votre imagination dans votre structure avant. Voilà, donc vous voyez hein, que les recommandations, il y en a de nombreuses, hein, et on pourra en discuter hein, voilà, après si vous voulez qu'on y aille plus loin. Donc un référent nutrition dans chaque personne, dans chaque établissement, des cuisiniers spécialisés, un correspondant pour la santé buccale. Le problème de qu'est-ce qu'on fait des personnes âgées obèses, il va y en avoir de plus en plus, donc est-ce qu'on est prêt à les accueillir? L'histoire du budget, l'histoire du financement des EHPAD, donc ça c'est des vrais, et puis voilà, des bonnes pratiques. Je vous ai mis des références vers des recueils de bonnes pratiques hyper bons et vraiment bien faits pour les EHPAD. Alors il y a aussi quelques recommandations pour le domicile. Voilà que dans les structures d'appui, on pense bien à intégrer un volet alimentation des seniors. Pour l'instant, ce n'est pas trop le cas. Au domicile, de bien utiliser tout ce qui existe, d'aller se former. Et puis là, moi, je vous dis 2 mots sur le portage des repas. Le portage des repas, c'est à la fois une bonne idée, à la fois une mauvaise idée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas d'emblée passer tout de suite au portage des repas, mais peut-être penser au portage de courses. Parce que sinon, au bout d'un moment, il n'y a plus rien dans les placards de la personne. Et donc, quand elle accueille des gens, où elle va plus oser inviter du monde.
donc même des petits-enfants, etc. Donc voilà, il faut essayer de trouver des choses progressives. Et donc ça peut être juste, elle nous donne une liste de courses, en gros c'est du drive presque, mais du drive adapté à la personne âgée. Ensuite ça peut être juste, je vous fais vos courses et en même temps je vous apporte une recette qui soit un petit peu enrichie, jusqu'au fameux portage des repas, à condition que ce portage des repas soit bien adapté à la personne et que ça n'engraisse pas le chat ou le chien plutôt que la personne âgée, puisqu'il y a des études assez drôles qui montrent ça. Les vétérinaires qui s'amusent à voir que les animaux de compagnie grossissent avec le portage de repas. Donc, premier élément sur le portage de courses et de repas. Deuxième point que voilà, sur l'accessibilité des commerces alimentaires. Donc ça, si parmi vous, il y a des gens qui sont en responsabilité politique, eh bien, voilà, faire attention à ce que dans nos villes, villages, l'accessibilité des commerces alimentaires soit assurée. Et peut-être réfléchir à remettre en place le boulanger qui passe en campagne, le boucher itinérant, voilà, et aider ces nouveaux peut-être ces services pour continuer à permettre à nos personnes âgées de vivre à domicile dans des lieux reculés. Voilà. Hein, aujourd'hui, avec les congélateurs, les frigos, on peut, pas obligé d'aller faire ses courses tous les jours. Mais... Et puis alors je termine, et puis ça sera donc la dernière diapo, sur des recommandations un peu transversales. Voilà, s'alimenter, c'est un plaisir, et ça doit être un plaisir avant le repas, c'est-à-dire qu'on réfléchit, on participe à ce qu'on va manger après, hein, au repas. Donc essayer de faire en sorte que le Seigneur soit toujours lié à la préparation de la cuisine. Par exemple, en élaborant des projets de menus, en participant à un potager, en faisant sa liste de courses, voilà, j'en passe. Et puis donc pendant le repas, hein, ça reste un plaisir, c'est en faisant attention que, par exemple, quand on commence à avaler de travers, avant de passer au mixé pur et dur, il y a des phases intermédiaires, qu'on pense aller voir un orthophoniste, qu'on réessaye, qu'on n'enferme pas le Seigneur dans le mixé, mais qu'on essaye de revenir un peu en arrière voir ce que ça donne. Voilà, et pour éviter d'aller dans une sorte de spirale régressive, hein, c'est ça qu'il faut éviter. Et donc finalement, hein, c'est plutôt prévenir que guérir, hein, donc en pensant à surveiller ce qui reste dans l'assiette des personnes âgées, en adaptant, en pensant aller voir le dentiste. Et le dernier élément, c'est donc coopérer. Et coopérer entre nous tous. Là, voilà, le public est très varié, puisque la personne âgée, c'est complexe, l'alimentation, c'est transversal. Et donc, ne pas profiter des fameuses structures d'appui, des collectifs de professions de santé et paramédicales et sociales pour travailler vraiment ensemble. Et c'est vraiment un vrai défi de travailler tous ensemble autour de ce sujet-là. Mais le senior et les gériatres, je pense, sont aussi des médecins très habitués à travailler en réseau, et donc ça peut nous aider. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On va avoir un temps pour les échanges, et vous pouvez retrouver le rapport complet donc, sur le site du Gérontopôle. Merci, merci Guillaume pour cette présentation. C'est difficile de synthétiser un rapport qui est important, qui est long, qui est très riche, qui aborde vraiment dans la totalité le problème de l'alimentation, et vous l'avez fait de façon tout à fait parfaite. On va donc laisser la parole maintenant à ceux qui veulent la prendre, ainsi qu'aux messages qui ont été envoyés par chat. Je voudrais juste, et vous savez que j'aime beaucoup cette phrase, je voudrais juste rappeler un mot, celui que nous avait appris le professeur Trémolière. Le professeur Trémolière, c'était un professeur de nutrition qui a été, on va dire, le père de la nutrition en France dans les années 60, et qui disait « Manger, ce n'est pas simplement avaler, c'est aussi partager le pain ». Et vous l'avez très bien rappelé, partager son alimentation avec d'autres, c'est le meilleur moyen, en effet, d'éviter la dénutrition. Partager dans le sens d'un partage familial ou amical, d'un temps convivial où plein de choses passent. C'est un lien social extrêmement fort. Et merci de l'avoir rappelé. Je me permettrai aussi
de redire, vous avez présenté les pourcentages de dénutrition relevés par la HAS. Alors, puisque vous êtes vendéen et pour vous faire plaisir, je vais vous rappeler, enfin, ou vous dire en tout cas, qu'il y a déjà un certain temps, puisque c'était en 2002, en Vendée, les médecins généralistes avaient fait un travail de recensement de pourcentage de dénutrition avec les facteurs, avec comment dire, avec les items qui étaient retenus à l'époque, le pourcentage de nutrition entre le domicile, l'EHPAD et ceux qui étaient hospitalisés. Et donc en Vendée, c'était une grosse cohorte, hein, puisqu'il y avait plus de 800 personnes dans cette cohorte. À domicile, il y avait 10% de dénutris. En EHPAD, il y avait 35% de dénutris et à l'hôpital, il y avait 70% de dénutris. Et vous voyez que les proportions n'ont pas beaucoup changé 20 ans plus tard, puisque là, on était en 2002. Ça nous montre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Je m'arrêterai là et on va laisser la parole alors à ceux qui veulent intervenir, mais je vais reprendre d'abord les quelques phrases qui ont été ou quelques questions qui se posent par le chat. En particulier, Emma nous dit, pourriez-vous indiquer en quoi les personnes âgées, les PTA, peuvent non, pardon, en quoi les PTA peuvent aider dans l'alimentation des seniors? Donc les PTA, c'est les plateformes territoriales d'appui. Eh bien, un exemple très précis qui m'a été remonté par une PTA vendéenne, c'est que l'aide à domicile, par exemple, quelqu'un qui va intervenir au domicile va jamais oser appeler le médecin si elle n'est pas infirmière ou pharmacien. Vous voyez, il y a une sorte de blocage psychologique. Alors que ces personnes du social ou du paramédical, eh bien, on peut plus facilement les encourager à appeler une plateforme d'appui qui, elle, va prendre le relais et va s'occuper. Donc, parce que, entre guillemets, il n'y a pas besoin toujours de faire les critères exacts de la dénutrition. Quelqu'un qui va voir que la personne âgée, quand elle met son pantalon, il faut serrer 3 fois de plus, ou que voilà, plus aucun vêtement ne va, ou qu'elle ne s'alimente plus, ou qu'elle avale tout le temps de travers, il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous donne cet exemple-là, et je trouve qu'il est très parlant. Alors évidemment, après, ils peuvent aussi s'emparer du sujet. Mais la plateforme d'appui territoriale d'appui est une porte d'entrée pour des professions plus larges que juste les professions médicales. Voilà. Merci. Je rappelle, avant de laisser la parole à d'autres questions, je rappelle la diapo que vous laissez là actuellement à l'écran. C'est le rapport complet et sur le site du Gérontopole et vous avez l'adresse du site qui s'affiche et vous pourrez aller le consulter si vous êtes intéressé. Alors, on va laisser la parole à ceux qui voudraient la prendre. Si vous voulez prendre la parole, vous levez la main et vous branchez votre micro. En attendant une première question, oui, alors il y a un invité, c'est LMS, c'est à vous, on vous écoute. Oui, bonjour monsieur. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, bonjour monsieur. Je suis gérant d'une entreprise de portage de repas. Je me permets de rebondir un petit peu sur ce que vous venez d'évoquer sur le portage de repas. Enfin, en préambule, je vous remercie pour votre présentation. Dans nos structures, nous avons aussi une diététicienne qui permet de faire du sur-mesure avec les personnes âgées. Je trouvais le raccourci un peu sévère sur les chiens et chats. Voilà, oui, c'est vrai. Où notre job, il est vraiment de faire du sur-mesure avec les personnes âgées et d'allier à la fois l'autonomie, ou en tout cas la perte d'autonomie, et la sécurité de nos bénéficiaires, et avec aussi un lien social. Ma question, elle est simple. Par rapport au portage de repas, ne trouvez-vous pas que ce job est utile, indépendamment de nourrir les chiens et chats, Non, il est utile. de façon à pouvoir continuer à garantir un maintien à domicile? Alors, dans le rapport, je n'ai pas écrit les tests sur les chiens et chats, même si c'est exact. Hein, je n'invente pas ces choses-là. Dans le rapport, au contraire, je montre que une étude qui montre que c'est efficace sur la prise en charge des personnes âgées. Donc, c'était plutôt un petit clin d'œil. Mais vous avez raison, le portage des repas est efficace. Par contre, il est clair que il y a des niveaux, quoi. Hein, c'est ça. C'est-à-dire
il faut faire attention à ne pas tout de suite proposer le maximum des services que chacun peut proposer. Et justement, on encourage là, les sociétés telles que les vôtres à proposer un échelonnement de portage, finalement, et à réfléchir à justement entre le portage de course et au portage de repas tout complet, tout ce qui peut exister, et aussi à essayer d'améliorer le retour d'expérience, c'est-à-dire à comment savoir si ce qui est réellement mangé, est-ce que le plateau fait les 24 heures, parce que finalement, des fois, on n'apporte qu'un plateau par jour. Voilà, comment c'est fait. Avec le problème du plateau aussi, c'est intéressant, le plateau repas, c'est vraiment un sujet, hein, et ce sujet-là, il est valable aussi en milieu hospitalier, par exemple, c'est-à-dire que quand on apporte, ou même en chambre, en EHPAD, quand on apporte un plateau qui a l'entrée, le plat, le fromage et le dessert, la salade, sur le même plateau, ça a un effet de satiétogène immédiat, c'est-à-dire que ça coupe l'appétit. Et donc, quand on porte des éléments du repas, eh bien, alors j'imagine que vous le faites, mais ça me permet de le dire pour tout le monde, eh bien, il faut bien dire à la personne que elle va mettre d'abord sur sa table l'entrée. Et puis après, elle ira chercher la suite, etc. De façon à ne pas couper l'appétit en voyant tout ça d'un coup. Et voilà. Bon, il y a plein de recommandations là, sur le plateau repas. Merci. Un point que je voudrais soulever, Guillaume, et peut-être vous avez des compléments à nous apporter. Il est un problème pour lequel il faut être extrêmement attentif, car il était méconnu jusqu'à présent, enfin jusqu'à récemment, c'est celui des personnes obèses. Oui. Chez les personnes âgées, il a été montré qu'environ 15 à 20% des personnes âgées obèses sont dénutries. Alors, ça peut paraître étonnant, puisqu'on dit ils sont obèses, ça veut dire qu'ils sont en surpoids. Oui, mais ils sont dénutris parce que, comme vous l'avez fait remarquer, la dénutrition, c'est d'abord des protéines. La dénutrition, c'est donc d'abord ce que l'on appelle la masse maigre. Et cette masse maigre, elle s'en va rapidement. Et ce n'est pas parce qu'il y a encore une masse grasse que l'on ne peut pas être dénutri. Est-ce que vous pouvez peut-être compléter ce que je dis? Oui, c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire que la perte de masse maigre avec l'âge, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie, hein, par exemple. Hein. Donc la sarcopénie, c'est le fait que nos muscles soient petit à petit infiltrés de tissus conjonctifs et de gras. C'est très marqué chez la personne obèse. Et la personne obèse, elle est obèse souvent parce qu'elle a mangé trop de sucre et trop de gras, mais elle n'est jamais obèse parce qu'elle a mangé trop de protéines. Et donc c'est vrai qu'on a tendance à penser que la personne obèse n'est pas dénutrie, et en fait, si, elle est dénutrie protéiquement, et comme la personne âgée, c'est son problème majeur, c'est le besoin de protéines, donc elle est particulièrement sujette à la dénutrition, la personne obèse. Et alors aujourd'hui, c'est peut-être pas le sujet principal de votre patientèle, on va dire, mais l'épidémie d'obésité, elle commence à dater maintenant, et donc il va y avoir des seniors obèses. Et donc, il faut qu'on se prépare à accueillir, à suivre au domicile ou en institution des patients obèses, en gardant en tête qu'il va falloir leur apporter un apport protéique important et qu'il ne va pas falloir s'amuser à leur faire perdre du poids. Et qu'en plus, on ait les moyens, alors ça, c'est plus de l'alimentation, mais de les accueillir dans de bonnes conditions. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour faire leur toilette? Parce qu'on ne pourra pas les mobiliser comme les autres, quoi, hein, vous voyez, par exemple. Donc, et nos balances ne sont peut-être pas adaptées, nos porte-malades ne sont peut-être pas adaptés. J'en profite pour parler des obèses. Très bonne remarque. Merci. Je voudrais ici saluer quelqu'un qui est avec nous, c'est Pierre Carreau, qui est un compagnon du Gérontopôle depuis de nombreuses années et qui, dans le chat qu'il vient de nous envoyer, dit le repas partagé est un outil contre l'isolation, contre l'isolement. Ma maison est ouverte et je ne vis pas une semaine sans réception. Il faut travailler sur la curiosité, surprendre par des contenus et des contenants attractifs. En clair, ça veut dire être ouvert pour accueillir des autres pour manger. C'est aussi une manière de pouvoir partager le pain, c'est-à-dire de manger aussi de façon satisfaisante. Et merci à Pierre Carreau de nous rappeler ça. Il y a Michel qui a levé la main et c'est à vous.
Merci beaucoup, Michel Chabert, enseignant-chercheur à l'École pratique des hautes études. Je suis spécialiste du comportement alimentaire. J'aime beaucoup tout ce que vous avez dit, vraiment, c'est formidable. Euh, euh, Tout particulièrement votre dernière remarque sur l'effet rassasiant du fait de présenter tous les aliments en même temps sur le même plateau. Ça, c'est vraiment primordial, entre autres. Mais j'ai aussi beaucoup aimé que vous insistiez sur le plaisir alimentaire, puisqu'il n'y a pas de comportement sans plaisir. Donc, vraiment, c'est formidable. Ma question, avez-vous une solution pour aider les personnes qui mangent lentement à pouvoir conserver un aliment chaud dans leur assiette, qu'il soit en institution ou qu'il soit à domicile? Alors, dans le recensement des... C'est une bonne question. Merci d'abord pour vos commentaires. Ça, c'est une question réelle et finalement, alors, souvent, on a la pratique de ça avec un petit enfant à qui on a mis une purée, puis ça tarde un peu, et puis la purée devient froide. Ça, c'est tellement courant chez soi. On l'a tous vécu si on est parents. En personne, quand on a des personnes âgées, finalement, il faut se dire, ben voilà, c'est pareil. Si j'avais, est-ce que moi je mangerais ma viande froide ou ma sauce froide ou mon riz, enfin voilà, mon plat froid. Donc la première chose qu'on a tendance à dire, j'ai pas de réponse idéale, hein, c'est justement de faire en sorte que notre plat soit mangeable relativement facilement. C'est-à-dire que justement le fait que ça soit tendre et puis que ça soit pas trop gros. C'est comme un enfant, on va pas lui présenter une grosse assiette, mais plutôt une petite assiette, et puis on remettra une collation, etc. Parce qu'il n'y a rien de pire, même pour le moral, de se dire j'arrive pas à finir, etc., etc. Puis je fais perdre du temps à la personne qui m'aide, et puis etc., etc. Donc, mais dans le recensement des bonnes pratiques et des idées, j'ai pas eu encore un chauffe-plat. Alors, il y a des chauffe-plats dans les cuisines, mais un chauffe-plat en salle, par exemple, je n'ai pas recensé ça, mais ça existe peut-être, c'est une bonne question. Ouais. Ou des assiettes qui seraient dans des matériaux, ça pourrait être un sujet aussi, un matériau qui tienne mieux la chaleur. On pourrait, ouais, Gérontopo, là, qui a toujours des bonnes idées, on pourrait penser ça. Bon, bah, en fait, c'est une solution à laquelle je pense, avec peut-être quelqu'un que vous connaissez qui est François Berger. Ah oui, François Berger, oui. Ah oui. Je lui ai soufflé cette idée et Ah oui. il va réussir à la mettre en place. Ah ouais, ouais, nous, on connaît bien l'ICAM à côté, on pourrait leur soumettre l'idée aussi, il y a des ingénieurs de travailler dessus. Merci. Merci. Au plaisir d'échanger avec vous pour Oui, d'autres sujets. tout à fait, tout à fait. Si vous me permettez de prendre la parole, là, c'est pas la parole, c'est pas le modérateur de la session qui va vous répondre, mais c'est le grand-père. Bon, j'ai des grands petits-enfants qui sont des adultes maintenant, je suis pas encore arrière-grand-père, mais bientôt. Mais par contre, j'ai encore des petits-enfants qui sont des petits-enfants. Et on a des assiettes dans lesquelles on met de l'eau dans le fond, de l'eau chaude qui maintient les plats, qui maintient les aliments chauds. Et je pense que peut-être des concepteurs pourraient prévoir ce type d'assiette à la fois pour les institutions, mais aussi pour les personnes à domicile. Bon, c'est une opinion. Il y a deux choses que je voudrais, enfin deux paroles que je voudrais transmettre. La première, c'est Emma qui demande comment peut-on repérer le senior obèse et dénutri sans avoir de balance à impédance-métrie. Alors ça, c'est, je pense, quelque chose qui est faisable sans balance à impédance-métrie, c'est de regarder quelle est la force musculaire. Le patient obèse et dénutri en protéines, il a donc une sarcopénie, comme nous l'a expliqué Guillaume André, et de mesurer la force musculaire par des tests qui sont simples. C'est est-il capable de se lever d'une chaise 5 fois de suite en tant de secondes? Éventuellement, si on est un peu plus outillé, on a des petits dynamomètres, ce sont des poignées ressorts sur lesquels on appuie et qui indiquent quelle est la force. Et en deçà d'une certaine norme de force, c'est le témoignage d'une dénutrition. Donc ça peut s'utiliser avec des personnes obèses pour savoir s'ils sont dénutris. Je laisse la parole maintenant à Hélène qui a levé la main et qui veut intervenir. Hélène? Oui. On vous écoute? Non, désolé, c'était une fausse manipulation, excusez-moi. Ah, très bien. Alors, il y a d'autres questions. C'est Charles Alexis qui nous dit « Comment faites-vous
pour faire venir les autres chez vous? Alors là, je vais laisser Pierre Caraud répondre. Si Pierre Caraud nous entend. Oui, excusez-moi, j'avais éteint mon micro. Bah, c'est très simple, les gens se le disent les uns les autres. Quand quelqu'un est venu à la maison, il dit à son voisin « Ah, je suis allé manger chez Pierre Caraud, c'était bien ». Et bien, le voisin, il vient, et puis c'est tout. Voilà. Ma maison est une maison ouverte sur l'initiative de notre décédée Paulette Guinchard il y a quelques années, où elle avait créé les bistrots, les cafés mémoire. Oui, c'est café mémoire, oui. Et donc, ben voilà, ma maison est une maison ouverte, c'est tout. J'ai pas mis dans une petite anecdote aussi. Un EHPAD pas loin de chez moi qui accueille un goûter le mercredi pour les enfants. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, tout le monde va manger plus. Voilà. Et pour terminer avec l'histoire des plats chauds, il y a deux intervenants, enfin 2 personnes qui participent à notre soirée qui proposent. L'un pour dire, comme je l'ai évoqué, mais de façon plus claire par rapport à ce que j'ai dit, qu'il existe des assiettes bébés à double fond où on met de l'eau chaude dedans pour que la nourriture soit conservée au chaud. Et quant à Pierre Caraud, attendez, excusez-moi, voilà. Pierre Caraud, il proposait d'utiliser les petits sachets de maintien de température pour les navigateurs en mer qui peuvent permettre de maintenir à température les aliments. Est-ce qu'il y a d'autres mains qui se lèvent? Pour l'instant, je n'en vois pas. Par contre, je vois d'autres messages dans les chats. Alors, c'est une diététicienne qui dit « J'ai souvent dû me confronter avec des collègues sur la manière d'accompagner les personnes âgées dans leur alimentation. Je pense qu'il serait nécessaire que la formation des diététiciennes développe un peu plus l'importance de l'aspect cognitif de l'alimentation. » Est-ce que vous, Lydia, est-ce que vous souhaitez préciser ou compléter votre texte? Oui, pourquoi pas. On vous écoute. En fait, j'ai travaillé en EHPAD, alors pas en tant que diététicienne, mais en tant que directrice, hein, et j'ai souvent dû effectivement me confronter alors à des diététiciens quand ils existaient dans les établissements ou qui passaient, mais ça pouvait être aussi des personnels médicaux, type infirmières, qui avaient vraiment une vision de l'alimentation de la personne âgée très, très médicalisée, je vais dire, technicisée, et où effectivement, on va mettre en avant que parce qu'il y a telle pathologie, il ne faut absolument pas que la personne consomme tel type d'aliment, etc. Sauf que moi, je disais et j'argumentais toujours, attention, parce que vous les frustrez et psychologiquement, l'incidence de la frustration peut être plus grande sur leur état de santé général que la privation d'un bout de gâteau, par exemple, à la fin d'un repas. Si la quantité est limitée, c'est pas parce que la personne était diabétique que ça allait impacter son état de santé général, et même au contraire, ça allait beaucoup lui faire du bien de pouvoir partager un gâteau d'anniversaire avec tout le monde. Ah oui, c'est vraiment intéressant ce que vous dites parce qu'il n'y a pas que vous qui vous battez, hein. Je pense qu'on est nombreux à se battre contre nos confrères. Mais là, dans le rapport, vous avez les textes officiels, hein. Il n'y a pas de régime restrictif chez le senior, point. Sans sel, anticholestérolémiant, diabétique strict, tout ça c'est terminé. Le bénéfice de ces régimes-là, il est à long terme. Sa question ne se pose pas à 90. Hein, donc, et là, et dans le rapport, vous avez les textes officiels. Donc voilà, mais pas de régime chez le senior. Oui. La balance bénéfice-risque est défavorable. Merci pour cette précision. J'irai dans le même sens un petit peu avec 2 anecdotes. Alors, pour schématiser les choses, j'ai été médecin gériatre au CHU de Nantes pendant 25 ou 30 ans, je ne sais plus. Et donc, on s'est battu en effet beaucoup pour faire comprendre que depuis toujours, que les régimes ne doivent pas exister en gériatrie, que le sans sel, le sans sucre, le sans graisse est une hérésie. Ça n'a aucun sens chez des personnes qui sont très âgées. Mais je voudrais revenir sur 2 autres points. C'est celui que Guillaume a évoqué, celui de la convivialité et celui de l'histoire de l'alimentation.
Le premier exemple, c'est alors dans le service dont au CHU de Nantes, où tous les ans, on faisait un repas avec des sardines grillées. Eh bien, je peux vous assurer que les personnes qui étaient en soins de longue durée, ce sont donc des personnes fragiles, avec des troubles de l'éducation extrêmement fréquents, et en particulier chez ceux qui ont des maladies, ce qu'on appelle neurodégénératives évoluées. C'est la maladie d'Alzheimer à un stade déjà avancé, et qui faisaient des fausses routes lorsqu'on leur proposait de la purée ou du beefsteak. Eh bien, je peux vous assurer que les grillés, on n'enlevait pas les arêtes et ils les mangeaient sans faire de fausses routes. Le deuxième exemple, c'est un collègue qui est en Bretagne, qui a accompagné un certain nombre de résidents qui ne mangeaient plus tout seuls. Il fallait les faire manger parce qu'ils avaient perdu la gestuelle de l'alimentation. Ils sont allés dans une crêperie. Eh bien, ces personnes âgées ont retrouvé spontanément les gestes de manger les crêpes. Il n'a pas fallu les aider. Elles ont mangé leurs crêpes toutes seules. Donc voilà, ça donne peut-être des idées, en tout cas, sur le bienfait de l'alimentation traditionnelle que l'on a eue pendant toute sa vie. Là, il s'agissait de personnes en Bretagne, dans le milieu rural de la Bretagne. Je laisse la parole maintenant à Véronique, qui a levé la main. Oui, merci. Alors, je voudrais effectivement réagir en lien avec tout ce qui vient d'être dit. Donc, nous sommes sur le projet à l'image, donc qui concerne effectivement donc l'alimentation des personnes âgées en perte d'autonomie à domicile, et donc bien évidemment avec, je vais dire, un projet qui concerne une phase d'expérimentation de solutions. Donc voilà, pour essayer d'améliorer toute cette problématique. Et on a beaucoup parlé de tout ce qui est partage, que ce soit repas partagé, que ce soit prendre le temps avec la personne âgée. Donc c'est aussi au cœur de notre projet pour que la personne âgée reste acteur de son alimentation. Et je voudrais plutôt souligner les difficultés au quotidien que ça peut poser par rapport aux interventions des aides à domicile, donc qui sont au cœur de cet accompagnement de la personne âgée pour laquelle c'est parfois la seule présence à domicile. Et aujourd'hui, il est évident que si une aide à domicile passe du temps pour cuisiner avec une personne âgée, ça va prendre plus de temps si on veut faire participer la personne âgée, etc. etc. Donc, tout ça remet, je vais dire, au cœur de la réflexion tout l'accompagnement de la personne âgée et des plans d'aide avec donc les interventions des aides à domicile. Donc voilà, c'est aussi pour qu'on aborde ces questions-là dans le cadre de toute cette réflexion autour de l'alimentation et de la lutte contre la dénutrition. C'est vrai que le projet à l'image est il y a une grosse page dans le rapport sur à l'image. Vous avez bien dit, hein, tous ces problèmes-là de l'aide à domicile, c'est sûr. Alors, pour l'instant, je ne vois pas d'autres mains levées. Je voudrais juste vous poser une question, Guillaume. Comment, enfin, c'est peut-être pas une réponse claire que vous pourrez nous donner, mais comment faire, et puis il y a d'autres personnes qui vont pouvoir répondre aussi, comment faire pour que les diététiciens puissent intervenir à domicile et que ça soit accessible. C'est le même problème avec les psychologues, c'est le même problème avec d'autres métiers de la santé qui ne sont pas pris en charge et pour lesquels c'est très difficile d'avoir accès lorsqu'on n'en a pas les moyens financiers. Est-ce qu'il y a des pistes? Est-ce que les pouvoirs publics réfléchissent à ce plan, à ce point? Je ne sais pas. La piste, dans notre région, la piste la plus facile, la plus opérationnelle, hein, c'est de passer par l'infirmière de ville qui a accès qui peut activer le parcours DENUT. Et dans le cadre du parcours DENUT, la prise en charge diététique est faite. Donc le diététicien est rémunéré. Donc chez nous, je pense qu'on a la chance, alors pour l'instant, ce n'est pas encore trop développé, DENUT, mais en médecine de ville, une infirmière peut faire en sorte de déclencher le parcours DENUT. Et dans le parcours DENUT, il y a une prise en charge de la diététicienne.
Dans le cadre de ICOP aussi, on n'en a pas parlé là tout à l'heure, mais que le Gérontopole est en train de travailler avec les URPS et les groupements hospitaliers, et la Caisse nationale et la Caisse d'assurance maladie, il est aussi c'est dans les tuyaux de mettre la consultation de diététicien de le rembourser. Donc en fait, la solution actuelle, c'est de rentrer dans un parcours. Oui. Je ne sais pas si au niveau du gouvernement, un jour, il y aura des remboursements de consultation de diététiciens. On peut imaginer peut-être que oui. Hein, on voit que les psychologues ont réussi à obtenir un remboursement de consultation. Bon, voilà, après, je ne suis pas dans les petits papiers du gouvernement. Merci. Lola voulait intervenir. Oui, bonjour, je me présente, je suis Lola Dubreuil, du coup coordinatrice du parcours d'ENUT. Ah ben voilà. Donc déjà, merci beaucoup pour la présentation. Je voulais juste compléter du coup sur le parcours d'ENUT. Donc en effet, dans le cadre de ce parcours, les patients peuvent avoir des interventions diététiques sans frais supplémentaires, mais ils peuvent aussi avoir l'intervention d'un autre professionnel non conventionné, qui peut être soit un enseignant en activité physique adaptée, un psychologue ou un ergothérapeute. Oui. Voilà. Et comme c'est un article 51, à la fin donc, de l'expérimentation, il va y avoir une évaluation et l'objectif, c'est de voir si le projet est reproductible du coup au niveau national. Merci pour cette information. Merci. Merci. Il y a une question qui est posée, ou tout au moins un commentaire qui est posé par Emma. Comment faire face à des patients très âgés, 90, 100 ans, qui ne veulent plus manger par manque d'appétit, même avec stimulation, adaptation des textures, adaptation des repas, alimentation plaisir, etc. Je vous laisse répondre, Guillaume. Je me permettrai peut-être de rajouter quelque chose. Ouais. J'ai lu la question et j'y réfléchissais là. Oui. Si vous avez des idées tout de suite, commencez donc, Vincent, je réfléchis. Alors, je crois fortement que la décision d'avaler est peut-être une des dernières libertés qui appartient à la personne très âgée avec des troubles importants et en particulier des troubles des fonctions supérieures. C'est peut-être son seul espace de liberté et son dernier espace de liberté. Et il faut aussi savoir reconnaître que cette décision peut être une décision qui ne s'exprime pas de façon verbale, de façon peut-être qui nous semble cohérente, mais qui s'exprime par des comportements, et il faut savoir l'accepter dans certaines situations. Mais c'est une décision qui se prend à plusieurs, ce n'est pas le médecin tout seul, ce n'est pas l'infirmier tout seul, ce n'est pas l'aidant familial tout seul, c'est une réflexion qui doit être collective. En vous entendant, c'est exactement ce que je pensais, parce que les exemples que je cherchais dans les gens très âgés qui ne mangeaient plus, ça traduisait toujours un souhait d'en arrêter là. Quoi, hein, voilà. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est comme un enfant, ça ne sert à rien de forcer quelqu'un à manger. C'est impossible. Enfin, voilà, donc on va pas... Si on a mis en place tout ce qu'on pouvait faire éthiquement, socialement, voilà, on n'est pas à l'impossible, nul n'est tenu, et ça veut certainement dire quelque chose. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur ce point ? Et par contre, je pense qu'on connaît tous des centenaires qui mangent très bien. Donc, ça veut dire que voilà, s'il ne veut pas manger, c'est certainement quelque chose. Alors, Céline nous faisait part de son étonnement quant aux chiffres qui étaient avancés d'une dénutrition qui serait moindre à domicile qu'en EHPAD. Alors ça, c'est quelque chose qui a été repéré depuis longtemps. Je vous dis, en Vendée, en 2002, il y avait eu ce travail qui a été conforté par les travaux dont la HAS a fait part. C'est quelque chose qui semble évident. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ? C'est ce que vous avez évoqué, Guillaume, c'est qu'il faut certainement modifier ou
comment dire, non pas améliorer, mais modifier les habitudes alimentaires dans les EHPAD, les possibilités alimentaires dans les EHPAD, les conditions alimentaires dans les EHPAD, et puis surtout surveiller, prendre en compte le risque de dénutrition et surveiller les résidents qui y sont. Mais c'est un fait que c'est dans les EHPAD où la dénutrition est plus importante qu'à domicile. Alors pour l'hôpital, on le comprend très bien. Les gens qui sont à l'hôpital, c'est parce qu'ils sont dans la phase aiguë d'une maladie. Donc là, c'est pratiquement 70% de dénutrition à ce moment-là. Mais EHPAD et domicile, c'est les chiffres qui sont repérés partout depuis très longtemps. Ce qu'écrivait Céline est intéressant aussi parce qu'en fait, elle voit l'entrée en EHPAD où ils arrivent très dénutris. Et ça, c'est un bon exemple pour dire que justement la dénutrition est un critère de fragilité, de perte d'autonomie. Et donc forcément, quand ceux qui arrivent en EHPAD, ils ont beaucoup plus de chances d'être dénutris puisque c'est des personnes qui ont tendance à être dépendantes. Donc il y a un gros biais de recrutement évidemment. Donc je ne suis pas surpris que les chiffres soient différents. Après, les chiffres à domicile sont toujours plus difficiles à valider statistiquement qu'en EHPAD où on rentre dans un service, c'est plus facile. À domicile, il faut rentrer chez les gens. Et les chiffres, c'est ou bien que ceux qui consultent chez le médecin. Voilà, donc les chiffres sont peut-être sous-estimés. Je sais pas. Aurélie voulait prendre la parole. Oui, bonjour, je suis Aurélie Turpot de l'Astra Nutrition. Je voulais juste compléter ce que vous étiez en train de dire. Et c'est vrai que souvent, les chiffres de la dénutrition à domicile sont sous-estimés. Oui. Et en fait, on ne connaît pas, on peut pas, c'est exactement ce que vous disiez à la fin, qu'on ne peut pas évaluer l'état nutritionnel des personnes qui vivent à domicile. Et donc, c'est pour ça souvent que les chiffres sont plus élevés en EHPAD parce qu'on a plus les éléments, alors qu'à domicile, ils sont sous-estimés et on suppose que les personnes âgées vivant à domicile, il y a beaucoup là aujourd'hui. Merci pour cette précision. Je n'ai pas beaucoup parlé de la SRAE à l'oral, mais dans le rapport, vous verrez, j'insiste pas mal, on a la chance en Pays de la Loire, alors c'est l'intervention de Marine qui m'y fait penser, d'avoir une structure régionale d'expertise en nutrition, qui est une antenne de l'ARS et qui est vraiment très disponible et qui organise plein de choses. Voilà, donc beaucoup d'éléments du rapport sont liés à l'activité de la SRAE dans notre région. Merci. Alors, il y a d'autres points qui arrivent sur le chat. J'ai créé, alors c'est Monsieur Caro, Pierre Caro, j'ai créé des jardinières en récupérant des fûts chez mon garagiste. Peu de place pour beaucoup de petits légumes qui sont attractifs pour exciter l'envie. Exactement. Oui, l'envie, c'est important. Ah oui. Et c'est pour ça que ça se passe avant. C'est pour ça que je vous disais dans les recommandations, il y a pendant le repas, mais il y a aussi la phase d'avant. Je vous ai parlé des potagers, mais voilà, typiquement, d'avoir des fraisiers à hauteur de main dans un EHPAD, voilà, là, vous créez l'appétit pour le repas d'après. Alors évidemment, à hauteur de main. Hein. L'idée des fûts est très bonne, mais aujourd'hui, on sait faire des potagers, en effet, à hauteur de main. D'autres questions ou d'autres interventions ou d'autres affirmations? Alors, Michel Chabert, encore, oui. excusez-moi. Je veux bien poser une autre question. Il y a très très longtemps, j'avais publié un article avec mes collègues sur le fait que quand on utilisait du glutamate, Oui. un exhausteur de goût, on pouvait augmenter non seulement la consommation de la soupe qui contenait le glutamate, mais aussi des autres plats du menu. Oui. Est-ce que c'est utilisé? Alors, je ne l'ai pas détaillé du tout dans le rapport, mais même s'il y a une toute petite ligne sur le fait que dans le développement de la silver economy, nos industriels en agroalimentaire sur notre région pourraient s'emparer de tous ces adjuvants à la cuisine, on va dire. Et l'exemple du glutamate est très bon. Hein, c'est vrai que c'est un bon exhausteur de goût, hein, ça c'est certain, même s'il a tendance à, quand on en met partout, à uniformiser les goûts. Mais alors, souvent les diététiciens, alors moi je ne suis pas diététicien, mais les nutritionnistes, on n'aime pas trop les artifices. Donc
pour ça que j'insiste pas. Mais c'est vrai qu'on a quand même un tissu industriel en Pays de la Loire qui serait capable d'améliorer ça. Donc, moi, j'ai tendance à dire, voilà, si on prend un aliment qui a beaucoup de goût, on parlait des sardines grillées tout à l'heure, c'est vraiment l'exemple, il est tellement fort. Mais il y a plein d'anecdotes de ce type-là. Moi, j'aurais tendance à préférer voilà, une huile d'olive première pression plutôt que de mettre, vous voyez, l'argent qu'on mettra dans le glutamate, on peut peut-être le mettre dans un ingrédient un peu plus… Mais Bien vous avez sûr. raison sur le principe. Hein, C'est juste pour illustrer, comme vous le disiez, l'importance du goût et le fait que ça pouvait agir sur plusieurs plats, alors qu'il n'y avait qu'un seul plat qui avait été amélioré. Et d'autres collègues avaient publié que ça augmentait le système immunitaire. Le fait de bien manger, bien, les gens vont bien, et ça avait pu être démontré même sur le système immunitaire. Oui, c'est exact. Ah, oui. C'est tellement efficace la prise en charge nutritionnelle sur les filles. Enfin, c'est vraiment efficace. Je vous rappelle qu'un patient qui est dénutri, il a 3 à 4 fois plus de risque de mourir. C'est pas anecdotique, hein, quel que soit l'état pathologique sous-jacent. Et sinon, est-ce que dans le rapport, vous parlez des petits pains hyperprotéinés? Est-ce que beaucoup de gens se servent de ces petits pains? Alors, non, je parle très peu. Non, alors j'en parle pas. En tant que pharmacien, j'en ai vendu. Mais non, j'en parle pas. J'en parle à nos étudiants, là, mais j'en parle pas dans le rapport. Oui. J'ai fait un peu exprès de ne pas orienter trop sur les compléments nutritionnels oraux et tout ça pour bien montrer que l'alimentation, c'est pas que médical. Mais vous avez raison, hein, il existe des pains alors qui sont plutôt des pains briochés. Hein, voilà, bon. Donc, ils sont forcément très bons. Alors, il y a 2 questions qui viennent sur les problèmes de biologie de la dénutrition. Le premier, c'est celui de Annie qui dit « Existe-t-il des bilans biologiques de dénutrition ?» Et le deuxième commentaire ou la deuxième question vient de Emma qui dit « Que pensez-vous de l'albumine qui n'est plus un critère de diagnostic dans les nouvelles recommandations de 2021 ?» Alors, comme le disait Dr Oudlaoudia, j'ai été donc dans la fameuse commission HAS qui a supprimé l'albuminémie des critères de nutrition. Donc, pour répondre dans l'ordre, la première question, oui, il y a bien un bilan biologique qui existe, c'est l'albuminémie, mais en faisant attention à l'état inflammatoire de la personne, donc attention à l'interprétation. Mais ça reste quand même, quand on a une albumine basse, un bon élément pour savoir où on en est du taux de protéines dans le corps. Mais de l'autre côté, ce n'était pas un critère suffisant et assez fiable pour qu'on le laissait dans les recommandations. Et c'est surtout que ça obligeait à passer par le laboratoire, alors qu'il n'y a pas besoin de passer par le laboratoire pour faire un diagnostic de dénutrition. Voilà les principales raisons de la suppression de l'albuminémie. Et un mot aussi sur la préalbumine. Puisque l'albuminémie a une demi-vie de 3 semaines en gros, donc c'est-à-dire que ça raconte l'histoire du patient avec 3 semaines de retard. La préalbumine a une demi-vie de 2-3 jours. Donc là, par contre, quand on fait une renutrition, eh bien, c'est un bon indicateur de renutrition. Et là, c'est intéressant de faire une préalbumine quand on est en phase de renutrition. Voilà, j'espère que c'est complet. Oui, je me permets d'insister enfin sur ce que vous dites. En effet, l'albumine, c'est un mauvais marqueur dans la mesure où il est avec une latence de 3 semaines. Donc, si je fais une grève de la faim, pendant 3 semaines, mon albumine ne bougera pas. Elle ne commencera à baisser que 3 semaines plus tard. Et en 3 semaines, si je fais une grève totale de la faim, je ne serai pas en bon état. La deuxième chose, comme vous l'avez bien dit, c'est que la préalbumine a une demi-vie de 3 jours et qu'elle permet de surveiller une renutrition. Est-ce que ce que l'on a fait sur une personne très dénutrie est utile et efficace? Alors oui, faire un dosage. Mais comme vous l'avez dit, la dénutrition, ça se regarde par des aspects cliniques et c'est ça le plus important. On n'a pas besoin du laboratoire pour attendre de faire le diagnostic. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? D'autres questions? Pour l'instant, je n'en vois pas. Intervention très…
Ah oui, il y a une question qui est posée par Véronique, qui venait d'intervenir. Parmi les initiatives inspirantes, en avez-vous repéré sur d'autres territoires ou à l'étranger? Alors, à l'étranger, non. D'abord, j'ai pas cherché. Sinon, on n'aurait jamais publié ce rapport, parce que ce qui était le plus dur, c'est de s'arrêter. Parce qu'en effet, des initiatives, il y en a on en apprend des nouvelles de fil en aiguille. Là, c'est comme une pelote, hein. Donc, à un moment, bon, il faut s'arrêter. Oui, et sur des territoires actifs, en particulier en Bourgogne, la faculté de Dijon est très active sur ce sujet-là, et la faculté de Clermont-Ferrand, voilà, 2 grandes facs en France qui sont très actives sur la nutrition et qui ont qui ont des bonnes initiatives. Et je peux vous en donner une justement sur Dijon, ils appelaient ça Renaissance, et ils ont publié un guide qui est vraiment excellent, qui s'appelle Grand âge et petit appétit. C'est un petit document très, très court et qui est vraiment très bon. Je vous ai mis les références dans le rapport. Grand âge et petit appétit. En plus, je trouve le titre très bien trouvé. Et là, c'est bourré d'informations et de conseils pratiques pour les aidants, la personne âgée. Et donc, c'est le CHU de Dijon et l'INRA de Bourgogne. Voilà. Donc, par exemple. Mais rien qu'en Pays de la Loire, on a déjà pas mal de choses. Merci Guillaume. Moi, je voudrais d'abord remercier Guillaume pour ce rapport, pour la coordination de ce rapport, remercier tous ceux qui l'ont aidé, qui ont participé à la rédaction de ce rapport et l'ont relu aussi. Et puis dire que c'est un point extrêmement important. Vous laissez la parole pour quelques mots de conclusion. Remercier tous les participants qui sont restés fidèles tout au long de cette conférence et les encourager à lire le texte que vous avez publié. C'est peut-être long, enfin en tout cas dense, mais c'est tellement passionnant que quand on commence, on va jusqu'au bout. Guillaume, je te laisse dire un petit mot de conclusion. Et puis les services du Gérontopole l'ont mis en page de façon très ludique, donc ça se lit quand même assez facilement. Il y a aussi un index qui vous permet de chercher un mot-clé, vous retrouvez la page correspondante. Voilà, c'est assez facile. On a essayé que ça soit assez facile d'accès. Donc en conclusion, merci à tous de vos questions qui montrent bien l'intérêt. Voilà, l'alimentation, c'est un acte essentiel de la vie avec la respiration. Et vous avez bien compris que ça avait des dimensions bien supérieures à l'aspect juste nutritionnel. Et donc, cette dimension sociale, que ça soit autant au domicile qu'en institution, est primordiale. Et que, donc, sans plaisir, on ne mangera plus. Et donc, je vous souhaite là d'aller vous mettre en cuisine. Hein, il est 19h. Et de passer un excellent dîner ce soir. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Guillaume. Je voudrais rappeler qu'il existe un groupe de réflexion qui s'appelle le Kolabinov Nutrition et que ceux qui se sentiraient comment dire, compétents et attirés pour y participer sont les bienvenus. Et d'autre part, je voudrais rappeler que vous pourrez retrouver le contenu de cette conférence, le replay de cette conférence, sur la chaîne YouTube du Gérontopole d'ici quelques jours. Donc, on va conclure maintenant puisqu'il est 19h bientôt, à 2 minutes près, et qu'on aime bien être dans les temps. Donc, merci à Guillaume, merci à Mila qui est à côté de moi et qui a assuré la technique de l'enregistrement et du chat. Et puis, merci à tous les participants et puis à bientôt pour d'autres aventures. Bonne soirée. Bonne soirée.